Je remercie en particulier Yannick Bosque de m'avoir invité à participer au séminaire que je suis depuis un certain temps et qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, présenter alors ce qui va être un peu l'atelier de Mathias et la Révolution, le livre là qui vient de sortir, un 21 janvier. Jour anniversaire que nous fêtons tous. Bien entendu, c'est absolument formidable. Bon, donc c'est bon, je suis très contente en plus. Alors, bon, pour vous raconter un peu, pour vous dire un peu comment tout ça a commencé, eh bien, tout ça a commencé en fait en automne 2012. J'ai relu La Révolution française d'Albert Mathiès, qui venait d'être republiée, avec une préface de Florence Gauthier et Yannick Bosque, que du coup j'ai un peu ensuite été regarder ce qu'ils avaient écrit et tout. Mais, et j'ai retrouvé, disons, l'enthousiasme de ma première lecture de ce livre en Cagne. Oui. Bon, ce qui remonte bien sûr. Et du coup, j'ai un peu enchaîné sur ce qui sortait à ce moment-là aussi, à savoir une Révolution française de Éric Hazan, qui m'a, comme ça aussi, apporté des questionnements. Et vraiment, bon, comme ça, il y a eu une espèce d'impulsion. J'ai eu extrêmement envie de continuer à travailler cette question à ma façon. Bon, alors, ayant déjà commencé à prendre des notes, il y a quand même eu un autre facteur déclenchant, il faut quand même le dire. J'ai remarqué que le 20 mai 2013, donc, était un lundi. Et ça a fait pour moi vraiment tilt, parce qu'il se trouve qu'en 1968, le 20 mai était précisément un lundi. Dans le livre, mais à part ça, bon, bien sûr, personne sauf moi s'en souvient. C'était le jour où il y a eu grève générale dans toute la France. Bon, lundi 20 mai. Après, qu'il y ait eu le 16 mai, le 17 mai, à Nantes, etc., à Saint-Nazaire. Bon, voilà, lundi 20 mai, c'était tout le monde. Et comme j'avais quand même regardé aussi la Révolution française, j'ai quand même pu, j'ai pas pu ne pas voir que le 20 mai, alors pour le coup 1795, il y avait eu des émeutes, c'est le premier prairial, etc., etc. Alors voilà, ça m'a paru bien entendu un signe. Moi, je crois au hasard. Bon, enfin, disons, je crois qu'il faut tenir compte ou qu'il est bon de tenir compte du hasard. J'en ai d'ailleurs parlé dans mon livre Le Psychanalyste, enfin, en citant Freud, qui lui-même disait qu'il fallait justement tenir compte du hasard et ne pas le faire. Ce serait justement penser que le monde est prédéterminé complètement et que ça, c'était une superstition. Bref, voilà, c'est un peu parti comme ça. Alors, à part ça, il faut quand même dire que le contexte général dans lequel moi je trouvais qu'on était, bon, c'était un moment très pénible, on est dans un moment très pénible, dans une sorte de crise générale, avec une aggravation de tous les maux du capitalisme, bon, donc ce qui s'appelle le capitalisme néolibéral, ou le néolibéralisme même, et le néolibéralisme se donnant comme seul horizon avec la fermeture de toute pensée d'autre chose. Parce qu'il faut bien dire que, enfin, la Révolution française, je voulais la considérer comme aussi ayant affaire au moment présent. Donc le moment présent, c'était pour moi un peu, et c'est toujours un peu ça. Avec aussi vraiment, comment dire ça autrement, vraiment la force, le poids plutôt, la lourdeur de la bêtise. La bêtise, la bêtise, la bêtise. Et ça recoupe au niveau formel ce que moi j'appellerais une pesanteur naturaliste, c'est-à-dire d'écrire la littérature en tenant compte uniquement
d'une réalité naturaliste, d'une réalité telle qu'elle se déploie apparemment au niveau de la réalité, ce qui est moi je pense, une fermeture évidemment à la fois au niveau bien sûr de la forme, mais au niveau de la pensée. Alors on sortait, mais à peine, d'un moment sarkozyste où tout ça avait été porté d'une façon vraiment presque caricaturale, avec tous les clichés les plus grossiers du capitalisme, c'est-à-dire par exemple le mot « gagner » utilisé même sans objet, gagner, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Une pensée vide qui se déployait et il s'était illustré avec un mot que j'ai repris par ailleurs en disant que l'important dans une démocratie c'est d'être réélu, qui est quand même le comble du vide, à peu près. Et bref, moi m'était apparu beaucoup, et en particulier pour mes textes de théâtre, qu'il fallait essayer de trouver comment, disons, montrer et critiquer évidemment l'idée consensuelle, montrer en particulier qu'une idée consensuelle, ce que j'appelle un cliché, c'est aussi et toujours, et ça c'est très important, une idée autoritaire, c'est-à-dire que le vide est autoritaire. Et pour ça d'ailleurs je m'appuyais beaucoup sur le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui est absolument une joie de lecture, mais dès qu'on le lit vraiment attentivement, on voit bien que tout ce qu'il donne comme idée reçue est en même temps donné aussi comme une pensée vraiment fermée, c'est comme ça et c'est pas autrement, que n'importe quel cliché. Alors ça recoupait ce qui, moi, m'avait particulièrement, alors là, sous Sarkozy, affecté le discours cliché tenu sur la folie, où Sarkozy avait tenu un discours à Antony en 2009 en parlant du schizophrène dangereux. Et alors là, ça courait les rues, les schizophrènes dangereux, et les termes schizophrènes dangereux couraient les rues aussi. Alors sans même parler, mais parlons-en quand même, du ministère de l'identité nationale, lequel revient quelque part actuellement, comme vous avez tous entendu et vu. Donc, j'avais donc travaillé la question du cliché, j'avais un peu forgé le terme civilisation du cliché, et je voulais vous lire un petit morceau d'un texte qui vient après la pièce de théâtre Louise elle est folle, et qui est intitulé Renversement. Donc, juste pour vous, donc par rapport au théâtre. Quand j'écrivais Louise elle est folle, j'avais souvent en tête le mot renversement, le désir et le plaisir qui vont avec, les cubes de l'enfance, mais aussi, toujours l'enfance, Chaplin, dans son avion piloté à l'envers, il regarde en bas, c'est justement en haut, le whisky sort de la bouteille et monte au lieu de descendre. Vous vous rappelez de la scène dans un court-métrage de Chaplin quand il est dans son avion et qu'il pilote à l'envers. Ou encore, changement de registre, autre renversement, des questions, tous les écoliers de France les ont apprises par cœur, ce sont les questions de l'abbé Sieyès. Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. M'accompagnait aussi, une fois lu, comment non ? Citation, on croit que ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir tuer le SS. Mais si l'on y pense un peu, on voit qu'on se trompe. Ce n'est pas si simple. Ce qu'on voudrait, c'est commencer par lui mettre la tête en bas et les pieds en l'air, et se marrer. Ce que l'on a envie de faire aux dieux. Ça c'est une citation de L'espèce humaine de Robert Antel.
donc renversement. En même temps que désir de renversement, désir d'ouverture. Après Louise elle est folle, qui se termine par une sorte d'apocalypse, qu'est-ce qui se passe, j'ai écrit Déplace le ciel, pour les mêmes metteuses en scène comédiennes, bon, qui a été joué au TGP, etc., et bon, qui se termine, alors justement, par Let's go, allons-y. Bon. Et je vous lis juste une petite chanson qui est dans Déplace le ciel, juste pour avoir l'idée de ce qu'est à la pièce, qui est une pièce sur le mouvement, le changement et justement le déplacement. Déplace le ciel, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résolution, mais une chose est sûre, ma belle, le monde est grand ouvert et il n'y a qu'une chose à faire, entrer dedans direct, entrer dedans direct. Oui, une chose est sûre, ma belle, c'est pas Dieu qui tire les ficelles, ah non, mais c'est pas le diable non plus. Non, c'est pas le diable non plus. Bon, voilà, c'était un peu le contexte pour moi de là où j'en étais d'écrire. Et donc, dans ce contexte, idée d'un changement nécessaire, général et total, idée du mouvement, idée du possible, et désir de déplacer ce qui est après tout le cliché principal, à savoir que rien n'est possible, que le seul horizon, c'est le capitalisme. Et là, en fait, la Révolution française est venue comme un point d'appui pour penser qu'un changement est possible, un changement général et total. Il l'a été. Et j'ai vraiment voulu penser avec la Révolution pour décrire une certaine façon de décrire le monde dans lequel nous sommes. Disons que j'ai un peu élaboré cette question du avec, bon, pour quelqu'un qui fait de la littérature, dans mon livre Les outils, en essai, enfin qui est un livre d'essai, donc, en disant que, bon, il me semble que pour moi, quand on écrit de la fiction, bon, je cite un peu la préface, on pense avec des livres, avec des films, avec des tableaux, avec des musiques, on pense ce qui vous arrive, avec ce qui se passe, avec l'histoire avec un grand H, avec son histoire, petite H, avec le monde, avec la vie. Et cette forme, disons cette avec plutôt, signe une forme particulière de pensée, et ça c'est vrai que j'y tiens, qui tient compte de la rencontre, d'une rencontre entre un sujet et une œuvre à un moment donné de la vie de ce sujet et de cette œuvre. Et ça, je crois que c'est un peu comme ça que j'ai lu beaucoup des livres sur la Révolution française. Donc, j'ai voulu vraiment imaginer une journée pré-révolutionnaire à Paris, aujourd'hui, le 20 mai, puisque c'était, comme j'ai dit. Elle est pré-révolutionnaire parce qu'il y a des rumeurs d'émeutes en banlieue, dues à quelque chose qui s'est apparemment passé, un accident grave dans un hôpital, mais surtout parce qu'il y a des personnages qui cherchent, c'est le mot qui est dit, comment vivre ensemble aujourd'hui, et qui se réfèrent, qui sont traversés par la Révolution française, ce changement général et total, ce changement du cadre de pensée qui a eu lieu. Alors bien sûr, chacun et chacune à sa façon, avec parfois ce qu'on peut appeler des positions, des pensées erronées sur le plan historique, mais significatives de ce que peut être le personnage en question. Et donc d'essayer d'attraper comment ces mots et ces événements existent dans la tête, les corps aujourd'hui. L'enjeu étant à la fois de parler d'aujourd'hui, en inventant et en creusant une distance, un écart,
et, alors parce que je pense que c'est quand même toujours ce que fait un écrivain, d'explorer le langage, la force et l'effet du langage, et en particulier des mots de la Révolution. Donc, cette journée du 20 mai se passe à Paris. Dans Paris même, il y a en effet des rumeurs d'émeutes, mais il y a une phrase récurrente, la banlieue, je n'y vais jamais. Bon, elle est dite par des personnages qui ne vont jamais en banlieue, mais enfin c'est quand même quelque chose qui peut aussi, qu'on peut entendre. Les personnages se rencontrent, se croisent dans des rues précises. Et là, j'ai tenu à un élément réaliste. C'est des rues très précises, pas d'ailleurs forcément des rues de la Révolution, mais le fait d'avoir des rues, disons, décrites, nommées plutôt de façon réaliste, les quais de la Seine, etc., le BHV, il me semble que là, c'était un support pour la fiction. C'est-à-dire justement le paradoxe entre des rues réelles et la proposition de fiction, à savoir que tout le monde, en se croisant, parle de la Révolution française, qui est après tout pas exactement le cas, bon, n'empêche que ça permettait justement d'asseoir mieux la fiction. Donc il y a le Jardin des Plantes, la rue Monge, la rue des Écoles, le boulevard Saint-Michel, le Jardin du Luxembourg, le BHV, l'Hôtel Dieu, les quais de la Seine, le quai de Valmy, l'hôpital Saint-Louis, le faubourg Saint-Jacques, etc. Bon. La rue de la Grange-aux-Belles. Et il y a vraiment beaucoup de personnages. Alors, je vais un peu les énumérer. On dira après ce que j'en pense. Mathias entraîne tout le livre. Donc, c'est un étudiant, chercheur. Il se définit comme chercheur en révolution. Et il a rendez-vous avec son amie Sylvie. Il y a Ernest, un clochard qui habite le jardin du Luxembourg. Il y a Morel, un coiffeur d'affiches, un coiffeur, elle est bien, celle-là, un colleur d'affiches, excusez-moi, je suis un peu pressée, un colleur d'affiches d'extrême droite, Anaïs et Sibylle, deux jeunes prostituées qui se sont donné un jour de congé, Louise, une femme d'un certain âge qui a vécu les événements de mai 68, Lucas, un comédien metteur en scène qui prépare une représentation Wojciech avec un groupe de comédiens, dont son amie Marie, André, vendeur au BHV, Mehdi, rencontré à une conférence sur Condorcet par André, qui est comptable, Anna et Rachel, deux jeunes femmes mères de famille qui travaillent à des sites internet, Bruno, un astronome italien, ami de Louise, Myriam, une jeune avocate, Mathias tombe amoureux d'elle, coup de foudre réciproque, des gens dans l'autobus, des lycéens, Monsieur Martin, professeur d'histoire au lycée, un Américain poète et son ami, deux jeunes Turcs, une jeune femme qu'il rencontre, des coureurs au Luxembourg, un académicien, un sénateur, un groupe de touristes chinois, une famille noire américaine touriste aussi, une jeune femme très belle, une femme qui a perdu ses clés, une mère de famille raciste, une vieille dame qui ne veut pas aller en maison de retraite, un vieil immigré, deux jeunes beurettes, Célestine, une amie de Anaïs et Sibylle qui va accoucher, Jérémie, un garçon de café, Irène, une cliente, deux jeunes Allemands, menuisier charpentier, une taxi-woman, une gardienne du jardin des plantes, des jeunes manifestants, quelques royalistes, Monsieur Pozzo, client d'Anaïs, une boulangère, des gens dans le jardin, Sylvie, un Argentin et un antisémite. Ah oui, il y a aussi des infirmiers, des gens à l'hôpital, des malades, des gens du personnel. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, il y en a beaucoup, c'est pour qu'il y ait beaucoup de dialogues, et aussi que ces personnages ne sont pas définis par leur position sociale ou par des données psychologiques, mais ils sont vraiment définis par leurs idées. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, c'est un roman d'idées assumé.
qui va aussi évidemment d'une certaine façon contre ce qu'on peut appeler la dévalorisation de l'intellectuel ou de ce qui est intellectuel dans le moment actuel, de dévalorisation aussi de tout ce qui est soi-disant compliqué, qui prend la tête, en fait de tout ce qui est complexe, ce qui est bien une différence. Le complexe, c'est justement le réel, tout ce qui n'est pas idéologique, l'idée courante, l'idée reçue, dans sa fonction de soutien à l'ordre existant. Et j'ai voulu qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, que chaque personnage se réfère à sa façon à la Révolution française, de façon directe, naturelle, évidente. Ça veut dire aussi que pour moi, le personnage, comme l'être humain, ne se réduit pas à une détermination mécanique, psychologique ou sociale, mais il a une vie multiple. Il vit toujours sur plusieurs plans. Il pense, il lit, il cite, il récite, etc. Bon, le garçon de café Jérémie raconte la bataille de Valmy, bon, c'est évident. Ou les deux jeunes prostituées lisent Saint-Just dans le texte. Bon, c'est comme ça. Ce qui circule, donc, c'est l'idée de bonheur, la violence, la domination, l'invention, les femmes, la République, le 20 mai 95, la chute de Robespierre, Thermidor, les Lumières, le progrès, la libre circulation des marchandises, Olympe de Gouges, vous arrivez bien, la société de consommation et ses clichés, les droits, donc Olympe de Gouges, les droits des femmes, les privilèges, évidemment liberté, égalité, fraternité, l'esclavage, la langue française, le droit de propriété, faut-il ou non qu'il soit illimité, le droit à l'existence, les pauvres et les riches, les inégalités, l'égalité, la loi martiale, le racisme, l'antisémitisme, la culture française, la nationalité, les étrangers, les immigrés, vendre, se vendre, l'accès aux soins, le public, le privé, la concurrence, la compétition, la citoyenneté, l'enthousiasme. Ce que je cherche, c'est en fait donner des personnages actifs, en mouvement, et qui est un mouvement général. Et du coup, j'espère mettre le lecteur en mouvement, le rendre actif, le rendre attentif, en éveil. Parce que, vu qu'il y a toutes ces idées et tous ces personnages, ça donne des débats et des conflits. Les conflits sont en quelque sorte à ciel ouvert, donnés comme tels. La Révolution française fait l'objet de conflits, de débats, dans le livre même. Il y a des points de vue différents, des interprétations diverses de la Révolution. Par exemple, la rage d'Anaïs et Sibylle se retrouvent dans leur conception de la terreur, mais en fait, de quoi s'agit-il? Quand Sibylle, une des jeunes prostituées, définit Saint-Just comme l'ange de la terreur, cliché des livres d'histoire, elle se fait reprendre par une gardienne du zoo qui lui fait remarquer que, après tout, la ménagerie date aussi de 1793. Donc, il y a une façon comme ça de montrer que les choses, justement, ne sont pas si simples et d'essayer de faire sentir à la fois la complexité et le mouvement. Enfin, disons que tout ça, c'est ce que j'ai voulu. Je ne sais pas si ça passe. Alors, donc, discussion entre Morel, le colleur d'affiches d'extrême droite, et Mathias sur la République. Bon. Discussion entre Mathias et Myriam sur est-ce que la Révolution a promu ou non l'égalité des femmes. Discussion entre Ernest et les coureurs sur le bonheur. Est-ce que le bonheur est un droit? Qu'est-ce que c'est que l'idée du bonheur? Discussion entre Anna et une mère assise sur ce que ça veut dire, liberté, égalité, fraternité. Discussion sur Condorcet. Discussion sur Théroigne de Méricourt. Bon, discussion sur la terreur, je viens de le dire. Discussion entre Anaïs et un de ses clients sur qu'est-ce que c'est la liberté et la propriété. Bon. Discussion entre Anaïs et la boulangère sur le mot émeute, etc. C'est-à-dire que ce que j'ai cherché
c'est est-ce qu'on peut rendre compte des débats et des conflits comme la trace de questions vraiment vitales, qui sont des questions d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Et en même temps, pour moi, c'était une façon de présenter, de montrer, de souligner l'importance du langage. C'est-à-dire que les mots, vraiment, pour moi, c'est important d'essayer de s'appuyer dessus, vraiment, de s'en servir, disons d'une façon, pour qu'on puisse rebondir. Et c'est pour ça aussi que pour moi, le dialogue est vraiment essentiel. Pour aller très vite, finalement, le dialogue, c'est une façon de anti-bof. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter au bof. Si on a un dialogue avec quelqu'un, on cherche justement quelque chose que lui peut dire, lui qu'on ne connaît pas après tout, avant qu'il n'ait parlé. Donc c'est quand même un vrai dialogue, ça veut dire vraiment la recherche d'une rencontre avec quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il y a sûrement là-dedans le rôle du théâtre, en un sens, puisque je sortais de l'écriture d'une pièce, que j'en venais d'en écrire, enfin c'est la troisième, etc. Mais ça n'a pas du tout été écrit pour le théâtre, même si après, plutôt en cours de route, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça a été adapté pour le théâtre, puisque en juin dernier, il y a eu une représentation, en gros, disons du livre, même si ce n'était pas complètement fini, j'avais quand même écrit la fin pour que ça puisse être joué, parce qu'il y a eu une demande de metteuses en scène avec lesquelles je travaille depuis très longtemps, qui avaient la charge d'une promotion de jeunes, de faire un spectacle de sortie d'école avec une promotion de jeunes comédiens à l'École du Nord, à Lille. Et donc, elles ont imaginé une mise en scène avec 14 jeunes comédiens, 7 garçons, 7 filles. Et c'est vrai que l'idée d'écrire avec aussi des très jeunes comédiens était quand même très stimulante pendant l'écriture du livre. Ça, c'est certain. Voilà. Alors, il me semble que ce que j'ai trouvé, c'est que les conflits à propos de l'interprétation de la Révolution étaient vraiment en résonance avec des conflits bien actuels d'aujourd'hui, ici et maintenant, sur les inégalités, sur le droit de propriété et sa limite, le droit d'existence contre les accapareurs, sur la question de la citoyenneté, active ou passive, soi-disant active, en fait passive, et le rapport avec la nationalité. La déchéance, la question de la déchéance de nationalité remettant ça encore plus à l'ordre du jour. Et je crois que c'est quelque chose qui, sur le fait que des idées même anciennes, par exemple des idées qui ont eu cours pendant les années 60 sur la société de consommation, la nécessité de constamment les réactualiser, c'est quelque chose que j'ai pratiqué aussi beaucoup dans mon théâtre. Et je voulais parler aussi de tout ce que j'ai pu trouver sur la citoyenneté en rapport avec, active ou passive, en rapport avec l'enthousiasme, comme en parle Thomas Paine. Donc le point de vue, c'est, pour moi, toujours depuis maintenant, qui est un peu le titre d'un roman que j'ai écrit pour parler des événements de 68 et qui a donné lieu à, en fait, une sorte de série de 6 romans. Le point de vue du livre, c'est essayer de mettre l'accent sur le mouvement, le déplacement, et ça se termine par la phrase « le travail commence », c'est aussi un accouchement, mais en même temps c'est le travail, tout ce qui est à faire. Et en même temps, là je voudrais quand même dire, j'ai beaucoup appris et j'ai eu envie de le transmettre
à ma façon, bien sûr. Alors, sur quoi je me suis appuyée, je l'ai dit au début d'abord, bien sûr, la lecture de Mathiez. Et du coup, comme il y avait la préface, sur le livre de Florence Gauthier, que j'ai quand même lu et relu, parce que je le trouve formidable, Triomphe et mort de la Révolution des droits de l'homme et du citoyen. Et aussi la très brève histoire de la Révolution française, que j'ai d'ailleurs distribuée aux élèves comédiens, sur les travaux de Yannick Bosque sur la terreur des droits de l'homme, enfin avant le livre, mais il avait déjà travaillé, sur le livre de Jean-Pierre Faye que j'ai rencontré grâce à ses lectures, le dictionnaire politique portatif, le mot terreur, sur tout ce que j'ai trouvé sur le site. C'est même comme ça qu'on s'est rencontrés d'abord par Internet avec Yannick Bosque sur le site révolutionfrançaise.net, que vraiment j'ai trouvé formidable. Donc j'ai quand même beaucoup utilisé d'une façon comme ça, en lisant des tas de choses. Aussi, alors aux éditions La Fabrique, j'ai parlé du livre de Éric Hazan, Une histoire de la Révolution française, et aussi, bien sûr, les discours de Robespierre. J'ai quand même j'en avais un peu lu dans les vieux classiques du peuple, mais je les ai relus. Les œuvres de Saint-Just, aussi le travail de Miguel Amansour, le travail de Sophie Baniche, Liberté ou la mort, L'essai sur la terreur, mais aussi son manuel. Donc vraiment, en essayant de m'appuyer, en n'étant pas du tout spécialiste, mais sur des livres, je pense, la façon dont, il me semble, se définit un peu le travail autour de sur le site révolutionfrançaise.net, en allant, disons, ailleurs que le récit qui est enseigné depuis pas mal de temps sur la Révolution française, et en opérant une rupture, je dois dire que moi j'ai complètement trouvé mon compte là-dedans, et je me suis vraiment beaucoup alimentée de ces travaux, parce que ça me paraissait correspondre vraiment à mon sentiment de là où on en était, et là où on en était de l'héritage, disons, de la Révolution. Alors, c'est vrai que la question de l'enthousiasme et d'essayer de faire un livre, comme j'ai dit, disons, qui rende actif, qui rende éveillé et qui transmette de l'enthousiasme, ça je l'ai vraiment voulu, donc j'ai retrouvé la question de l'enthousiasme chez Paine, mais c'est aussi quelque chose qui correspond, alors ailleurs et autrement, à quelque chose qui est toujours présent pour moi, qui est ce que Serge Danet, qui est quelqu'un dont j'ai beaucoup lu son travail, un critique de cinéma, qui est déjà mort là prématurément depuis longtemps, mais qui a écrit énormément sur le cinéma, et que lui appelait, en parlant du cinéma, de ce que c'est que le cinéma, il dit que le cinéma transmet l'émotion des commencements. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, en lisant et en relisant tout ce que j'ai dit sur la Révolution, j'ai retrouvé. Et disons que pour essayer de donner une sorte de je sais pas comment dire, de point de vue qui serait le mien, poésie pour moi et politique sont vraiment intimement liés. Il me semble que la perte de la vitalité, voire la mort du langage, fait vraiment partie de l'oppression, donc de l'oppression actuelle, capitaliste, et que cette oppression cherche à produire un discours mort, un discours qui peut prendre évidemment des formes diverses, pareil, des plus sophistiqués, les discours soi-disant politiques, aux plus vulgaires, tout ce qu'on peut connaître. Et là aussi, Serge Danet, alors déjà en
1992, juste avant de disparaître, avait écrit un article qui me semble très prémonitoire, qu'il a intitulé « Le marché de l'individu et la perte de l'expérience », où il montre comment tout ce qui circule au niveau de la télévision, à l'époque c'était les reality shows, les talk shows, les choses de ce genre, et comment ensuite j'ai un peu développé en parlant de civilisation du cliché, et donc de ce consensus vide et autoritaire. Tout ça, en fait, est une façon de vraiment faire perdre au sujet le sens même de son expérience, en essayant de plaquer dessus, et en arrivant souvent à plaquer sur l'expérience des mots qui sont finalement des mots vides, des mots qui trimballent l'idéologie dominante. Bon, il faut quand même dire que j'ai été sans doute particulièrement sensible à tout ça, puisque on peut dire que je suis entrée en littérature, enfin disons mon premier livre publié, c'est L'excès l'usine, qui est un livre sur l'usine et l'expérience que j'avais fait établie à l'usine, et où finalement, d'une certaine façon, j'ai pris le mot usine, bon, à part ça c'est un récit, mais pour essayer de retrouver dans ce mot usine quelque chose de sensible et de concret dans la position du travailleur, à l'usine ou à la chaîne, etc., alors que le mot usine est un des mots évidemment les plus banalisés et les plus vidés de sens de la langue, c'est-à-dire on parle d'usine et on ne pense pas du tout à ce que ça représente concrètement pour les gens qui travaillent à l'usine. Et donc ce qui me semble très très important en écrivant, c'est de transmettre une confiance d'abord dans les mots. C'est le rôle de la poésie après tout et de la littérature. Et là je voudrais juste lire un petit passage de ce que dit celui qui est appelé l'Américain dans le livre. Et en fait, en fait, c'est au cours d'une discussion où il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, et c'est au Jardin du Luxembourg. Et donc, lui, il récite, c'est dans la partie 5, donc vous ne l'avez pas encore vu, mais vous y arrivez. Donc, il récite un poème qui est en fait un poème de Allen Ginsberg, Howl, poème très connu, et sur l'Amérique. Et là, il dit, il termine en disant, il commence en disant America, I've given you all and now I'm nothing. Amérique, je t'ai tout donné et maintenant je ne suis rien, etc. Et tout ça, ça se passe en 1956. Et il termine en disant, voilà, c'est exactement ce que je pense, dit l'Américain. Moi, je suis poète et qu'est-ce qui se passe? Mes mots ne valent absolument rien. J'écris avec des mots de 3 centimes. Est-ce que je devrais écrire avec des mots de $10 000 ? Mais ce serait quoi d'ailleurs, écrire avec des mots de $10 000 ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ou même de $5 000 ? Ou même de $1 000 ? Je diminue mes prétentions, mais je peux les diminuer jusqu'où? Quel sens ça a? Je ne sais pas quoi penser. Je suis paumée, comme vous dites. Moi, j'aime les mots. Words, words, words. Nous sommes faits avec des mots, comme avec de l'air, comme avec de l'eau. Et le travail du poète, c'est de rappeler ça. C'est un travail utile, indispensable, une lutte contre l'érosion. Préserver, défendre, augmenter les mots. Les trouver, les inventer, les faire entendre. Les mettre en situation, les faire circuler. Ce n'est pas du luxe, du supplément d'âme, comme disait un de vos ministres. C'est plutôt un travail de jardinier, dit l'Américain, saluant un jardinier qui s'était arrêté pour écouter. Le jardinier sourit.
citation que fait le jardinier, ce qu'on dit au poète à propos des fleurs, dit le jardinier. Rimbaud parle de plantes travailleuses, de roses sanguinolentes, de prés fous et de pommes de terre malades. C'est ça, dit l'Américain, c'est ça, redit l'Américain. That's it. Les mots vous parlent, les mots parlent pour vous, comme les fleurs, comme les arbres, comme les nuages. Parfois à votre place. Parfois les mots sont en avance de vous. Les mots, c'est tellement intelligent, sensible. Si on les écoute, si on se laisse questionner par eux, les mots vous apprennent. Mais si on ne les écoute pas, si on les perd, si on s'en fiche, s'ils ne valent rien, c'est grave. Donc évidemment, à l'opposé de ces mots-là, c'est le discours de la pub. La pub fait toujours la pub pour la pub. Tout ce qui est donc sans adresse. Alors que quand on pense que le politique et le poétique sont liés, on a confiance dans le langage, dans les mots, confiance, invention, adresse, refus de la banalisation, ouverture, capacité de questionnement du langage, réciprocité, singularité, démocratie. Avancer sur des mots, s'entourer de mots, plonger dedans, jouer avec, les lancer, les rattraper, les renvoyer, rebondir sur des mots, buter dessus. Ce n'est pas faire des discours, voir la dévalorisation actuelle de la parole politique qui n'est plus du tout justement une parole pleine. Mais si on écoute, alors là, plein de citations qui sont dans le livre, le bonheur est une idée neuve en Europe, on ne peut point régner innocemment, la folie en est trop évidente. Les maîtres nous ont rendus barbares parce qu'ils le sont eux-mêmes. Les malheureux sont les puissances de la terre. Vous m'avez corrigé, j'avais écrit « Les malheureux sont les puissants de la terre ». Oser, ce mot renferme toute la politique de notre évolution. De l'audace, encore de l'audace, et la France est sauvée. Périssent vos colonies si vous les conservez à ce prix. L'esclavage, bien entendu. Sur l'enthousiasme. Toutes ces phrases sont dites dans un contexte contemporain, qui est une autre façon, qui est, disons, ce que je voulais faire entendre. Et disons que, là j'insisterai là-dessus, c'est à l'intérieur même du livre, à l'intérieur même du texte que se joue le politique et l'engagement, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, ce qui m'intéresse bien sûr, c'est de chercher une forme, une façon de faire qui soit politique. Et ça, c'est quelque chose que, évidemment, j'ai toujours travaillé, depuis, l'excès l'usine, mon premier livre, comment parler de l'usine sans que ce soit de façon naturaliste ou à la Zola, qui était sûrement bien à l'époque de Zola, mais là, je trouve que le mot ne va plus. J'ai même écrit un texte qui s'appelle « La phrase la plus politique » et en fait, dans ce texte, je cite Kafka et je dis que pour moi, la phrase la plus politique, c'est celle de Kafka quand il dit dans son journal « Écrire, c'est sauter en dehors des assassins ». Je cite cette phrase. Et j'en fais un commentaire dans Le Psychanalyste, mais je vais peut-être tout simplement en parler. C'est-à-dire qu'il dit ça, et ça peut rester un peu énigmatique, écrire c'est sauter en dehors de la rangée des assassins, mais je pense qu'il met l'accent sur deux choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que le saut ? Et le saut, c'est passer ailleurs, faire autre chose, déplacer, bouger. Les assassins qu'il ne définit pas, bien sûr, dans sa note, dans son journal, je pense que chacun peut y trouver sa définition. Les assassins, c'est chacun donnera ce qu'il pensera. En tous les cas, comme moi je l'ai utilisé, c'est ceux qui, au fond,
répète et recommence le monde comme il va. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des assassins violents, on a aussi connu ça, mais ça peut être des assassins tranquilles qui sont dans la violence de la reproduction de l'ordre établi. Bon. Et ça, je pense que c'est... Bon, il y a toute une discussion, bien sûr, sur la violence dans le livre. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. Donc, de chercher en même temps cette forme ouverte, cette forme qui questionne, et finalement de partir de, peut-être c'était de ça le point de départ pour moi, de l'idée que la révolution, d'une certaine façon, est inachevée, a été arrêtée, qu'il y a toujours, enfin il y avait à l'époque des enjeux radicaux qui sont encore là aujourd'hui, les droits naturels de l'homme, dont le droit à l'existence. Bon. Pour moi, cette révolution, je peux dire que je l'ai sentie en correspondance avec une éthique du langage qui tient compte du double caractère du langage, toujours là. Le langage est toujours à la fois adressé et polysémique, c'est-à-dire que on peut parler évidemment à personne, mais d'une certaine façon, un langage est toujours adressé, même quand on croit qu'il est comme ça. Et d'autre part, polysémique, le langage ne se réduit, un mot ne se réduit jamais à un seul terme, enfin un seul sens plutôt. Et il me semble que le désir de démocratie en politique et la recherche d'une vérité en art, enfin je prends là le mot vérité comme Cézanne disait, je vous dois la vérité en peinture. Donc le désir de démocratie en politique et la recherche de cette vérité en art, eh bien ça se recoupe pour moi. C'est-à-dire que bon, la vérité en art, évidemment, c'est une forme particulière de vérité qui est la trace d'un certain rapport entre un sujet et le monde, mais il me semble que quelque part ça recoupe la question d'un désir de démocratie. Et ça recoupe, ça veut dire que ces deux désirs de démocratie et de vérité s'accompagnent, s'interrogent, se questionnent. Je trouve que ça se voit exemplairement dans les phrases que j'ai citées de la Révolution, qui sont en fait des phrases qui restent ouvertes, qui restent avec une sorte d'efficace poétique et politique qui est encore là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les mots, si on les entend, restent toujours ouverts, qu'on ne peut jamais, d'une certaine façon, fermer le dialogue. Le dialogue est au fond toujours, par définition, ininterrompu. On ne peut pas s'approprier le langage en pensant que, bon, voilà, c'est terminé, ce que j'ai dit et c'est fini. Bon. Le langage n'appartient à personne, mais il appartient à chacun d'essayer de le garder vivant et de continuer à le rendre vivant. Bon. Je m'arrêterai là, je dirais juste que c'est pour moi en écho avec une phrase qui est, enfin deux phrases qui sont citées dans le livre, à la fois, bon, une qui est de moi. Bon, il y a beaucoup de révolutions dans la Révolution. Bon, ben, c'est évidemment une phrase que j'ai tirée de l'enseignement des livres d'histoire que j'ai lus. Et il y a aussi une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est de Maurice Blanchot. La révolution n'a jamais lieu une fois pour toutes. C'est une phrase que lui écrit à propos de Trotsky, qui parle de la vie bivouac pendant la révolution. La révolution n'a jamais lieu une fois pour toutes. Bon, donc tout reste ouvert. Voilà.